On est en direct. Bonjour, on est en direct. Est-ce que vous m'entendez, la régie? Je check avant de démarrer cette intro. On est en direct. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur Hors Normes, le magazine qui décrypte la tech et l'innovation, mais avec du ton, avec de la conviction et surtout avec des grands que j'aime beaucoup, qui savent le faire, notamment Pierre Aski. Bonjour Pierre. Bonjour Marion. Tu vas bien? Très bien, et toi? En ces temps agités, justement sur la géopolitique et les conflits internationaux. Oui, mais on trouve le temps de tout faire et de suivre parce qu'il se passe des choses. Il y a le meilleur et le pire dans ce monde aujourd'hui, mais il y a aussi des choses intéressantes à suivre. Donc voilà, on est sur le pont. Exactement, on te retrouve tous les matins à 8h15 aux alentours de 8h15 sur France Inter. Cette semaine, on avait envie de vous parler et d'échanger avec vous. N'oubliez pas évidemment que le chat sert à ça et je prendrai vos remarques, vos questions, vos critiques possibles, pourquoi pas, sur le chat d'Hors Normes. On avait envie de parler de la voiture électrique et plus globalement de l'industrie de l'automobile, qui est, je le disais en titre, en gros en pleine révolution. C'est une transformation majeure pour le secteur de l'industrie. Donc c'est quelque chose qui est à la croisée de plein d'enjeux, en fait, que ce soit l'énergie avec les batteries électriques, la pénurie des semi-conducteurs qui se rajoute. Dont nous avons parlé. Et on reparlera des semi-conducteurs. Nous, on aime le nanomètre. Bref, il se passe énormément de choses aujourd'hui et c'est pour ça qu'on avait envie de faire un petit highlight, comme on dit en anglais, sur le sujet. Et j'avais envie de commencer un peu, c'est la tradition pour ceux qui nous suivent, par quelques actus récentes justement autour de cette révolution dans l'automobile. Elon Musk était en visite à Berlin avant-hier, visité sa Gigafactory, il a tapé sur les partenaires. Oui, il a visité sa Gigafactory qui a du retard, qui a énormément de retard et ça l'agace beaucoup, visiblement. Elon Musk a l'habitude qu'on lui obéisse au doigt et à l'œil et en Allemagne, il se heurte à des contraintes administratives de toutes sortes, ce qui fait que sa Gigafactory a pris du retard. Il espère pouvoir commencer la production d'ici la fin de l'année, mais il a tapé sur les règles administratives un peu lourdes à ses yeux de nos amis allemands. Tu veux dire ce qu'on sait faire de mieux en Europe, cher Pierre? Voilà. D'accord. Mais Voilà, on sait faire des voitures, bien sûr. Ouais. Nous savons faire des voitures. D'ailleurs, et surtout les Allemands, soyons honnêtes. Et c'est principalement les Allemands qui effectivement ont un beau savoir-faire. J'ai oublié de le dire en introduction, on a le plaisir d'accueillir Frédéric Filloux avec nous, qui nous rejoint après cette revue d'actu. Frédéric Filloux est journaliste aussi. J'ai oublié de le mentionner en introduction. À tout de suite, Frédéric. Revue d'actu toujours. On parlait d'Elon Musk, Tesla, on va reparler après. C'est Joe Biden, du côté des États-Unis, parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi aux États-Unis de ce côté-là, qui dit « L'avenir de l'industrie automobile est électrique, définitivement ». Oui, il a été donc dans le Michigan, qui est le berceau de l'industrie automobile américaine, et il a dit non seulement qu'il fallait miser sur l'électrique, mais il a dit aussi autre chose. Il a dit « La Chine fait la course en tête ». Et ça, c'est intéressant parce que je regardais, il y a les projections actuelles. Alors, ça va changer parce que les Américains vont mettre beaucoup d'argent pour développer la voiture électrique. Mais les projections actuelles sont pour 2028, donc dans 6-7 ans, c'est-à-dire demain, le temps de monter des usines, etc. Mais actuellement, on est sur 8 millions de voitures électriques produites en Chine, 5,7 en Europe, et 1,4 aux États-Unis. C'est-à-dire qu'effectivement, les États-Unis ont pris du retard dans la production de voitures électriques. D'abord parce que les constructeurs américains sont très présents en Chine et je pense que dans leur calcul jusqu'à récemment, jusqu'à la crise sino-américaine, ils envisageaient de produire beaucoup leurs voitures en Chine. Mais c'est clair qu'il y a un retard. Dans le grand plan, tu sais que le Biden a fait adopter, enfin il n'a pas encore fait adopter, d'ailleurs il a annoncé, mais ça doit passer au Congrès, un énorme plan d'infrastructure de 1 700 milliards de dollars, on ne sait même plus comment décrire ces chiffres, et il y aura une partie de cet argent qui va aller au développement des infrastructures pour la voiture électrique. Donc oui, on voit bien aujourd'hui, et d'ailleurs les chiffres le montrent, au premier trimestre en Europe, on est à 16% de part de marché pour la voiture électrique. La Chine, ça explose. Et les États-Unis commencent à appuyer sur l'accélérateur aussi. Donc
c'est une vraie révolution mondiale qui est en train de se passer. Et là, la déclaration de Joe Biden, elle vient rajouter, disons, une couche à ce qui est en train de se passer sur le terrain et sur les routes. Alors, tu parlais de Joe Biden des États-Unis. On va revenir après avec Frédéric Fioul, justement, sur les États-Unis et ce projet d'une usine Foxconn, mais on y reviendra après. Si les États-Unis investissent massivement dans l'électrique, la Chine, elle aussi, on parle de 19 milliards de dollars investis dans les voitures électriques. Donc là, c'est clair aussi, le plan voiture électrique, il est défini. Oui, la Chine a une stratégie dans toutes les technologies qui est le même d'une certaine manière, qui est de faire ce qu'on appelle le leapfrogging, c'est-à-dire le saut de grenouille. On est en retard sur une technologie, et ben on passe direct à la suivante. On n'essaye pas de rattraper notre retard. C'est ça. Et la voiture électrique, voilà, la Chine n'existait pas dans la génération précédente. Moi, j'ai vécu en Chine de 2000 à 2006, j'étais correspondant là-bas. Toutes les voitures qu'on voyait sur les routes, c'était des voitures de modèles étrangers. Volkswagen était numéro 1, General Motors était très présent, les taxis de Pékin c'était des Citroën, bizarrement, et qui étaient toutes faites en joint venture, donc en co-entreprise, avec des constructeurs chinois. Mais il y avait la part de marché des constructeurs, des marques chinoises était de 2 ou 3% il y a seulement 20 ans. Et donc, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est un cas d'école mais qu'on retrouve dans plein de secteurs, sur lequel la Chine fait un saut et décide qu'elle sera numéro 1 dans l'avenir, la technologie de l'avenir qui est la voiture électrique, et pas dans celle du passé. Mais pour les mêmes raisons qu'on voit bien en Afrique, c'est le téléphone portable qui s'est imposé alors qu'il n'y avait pas de téléphone fixe, ou très peu. Donc on a ce saut de grenouille qui est une façon classique de non pas rattraper des retards, mais de passer à la génération suivante. Et la Chine aujourd'hui a une stratégie, mais très claire. Il y a une trentaine de constructeurs de voitures électriques chinoises. Et c'est ce qui se passe dans tous les domaines en Chine, c'est-à-dire qu'on laisse partir à l'aventure tous ceux qui veulent, et ensuite le darwinisme économique, c'est-à-dire qu'à la fin on va se retrouver avec 4 constructeurs au grand maximum qui auront avalé les autres ou qui seront morts en cours de route. Et on a vu ça dans tous les domaines. Hein. C'est quelque chose sur les 20 dernières années. C'est assez spectaculaire la manière dont ça se passe. C'est systémique, c'est ce que tu as l'air de dire. Oui, tout à fait. Et c'est piloté par le gouvernement. C'est-à-dire qu'on parle d'entreprises privées, mais le rapport entre le privé et le public en Chine est un petit peu différent. Peut-être pas de chez nous d'ailleurs, mais des États-Unis certainement. Ah, on fera une émission spéciale sur les liens entre le pouvoir français et les acteurs de la tech, c'est sûr, on l'abordera. Bienvenue à tous et à tous encore, à toutes et tous, pardon, pour ceux qui nous suivent sur Twitch. On regarde le petit écran ici parce que on est avec vous et vous êtes avec nous, donc vous avez le droit de nous couper la parole, c'est permis sur Twitch. Autre actu, Ford justement, grand producteur de voitures, on le sait, historique, a annoncé il y a quelques jours ou quelques semaines un centre mondial pour imaginer les batteries de demain. Oui, on sait que l'objet principal de la voiture électrique, c'est sa batterie. Et oui. C'est là qu'il y a l'innovation, c'est là qu'il y a la valeur, c'est là qu'il y a aussi la difficulté, parce qu'aujourd'hui, 80% des batteries sont produites en Chine, de nouveau. Les Chinois ont anticipé ce secteur d'une manière assez remarquable. Non seulement ils produisent les batteries, mais ils sont remontés dans la chaîne, c'est-à-dire qu'ils contrôlent également une part non négligeable des matières premières nécessaires, le lithium, le cobalt, etc. C'est ça. Et donc, quand on va dans des pays producteurs comme la RDC, la République démocratique du Congo, ce sont les entreprises chinoises qui ont racheté les mines. Donc, il y a un vrai enjeu qui est à la fois celui de la dépendance vis-à-vis de la Chine, de la dépendance vis-à-vis de minerais qui sont pas si abondants que ça, c'est-à-dire on est tranquille pour 20 ans, mais ça pose un sacré problème, et donc il faut inventer la batterie de demain. Et là, il y a effectivement une course mondiale entre des vieux et des nouveaux acteurs, et Ford, celui qui maîtrisera la technologie de la batterie
aura une part importante, en tout cas, de cet avenir. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on voit, Renault a annoncé il y a quelques jours, le retour d'une vieille idée qu'ils avaient lancée il y a quelques années, puis qu'ils avaient abandonnée, qui est l'idée de la batterie remplaçable. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on ne va pas mettre sa voiture en charge toutes les nuits, comme c'est le cas aujourd'hui, mais on ira dans des stations et en 3 minutes, un robot remplacera l'ancienne batterie par la nouvelle. Et en fait, on achètera 2 choses séparément. On achètera sa voiture et on achètera un contrat batterie. Donc on ne sera plus propriétaire de sa batterie, c'est l'idée. Et on aura une sorte de contrat à l'année de remplacement de la batterie. Il y a les 2 technologies sur la table aujourd'hui. L'un des grands constructeurs chinois de voitures électriques a lui aussi choisi ce modèle de la batterie de substitution. Il est en train d'installer des centaines de stations à travers la Chine. Et, c'est intéressant, mais j'anticipe un peu sur le sujet de la suite, mais il a décidé de faire de la Norvège, qui est le pays le plus électrifié d'Europe en voiture, il a décidé de faire de la Norvège le banc d'essai de son exportation de son modèle, avec l'idée de stations à travers toute la Norvège pour remplacer les batteries. Et Renault vient d'annoncer... alors Renault avait choisi cette option initialement, il y a je ne sais pas, 5, 6, 7 ans, avec une entreprise israélienne qui avait développé cette technologie. C'était Carlos Ghosn qui avait annoncé ça à la grande époque de Renault-Nissan. Et puis ça a été abandonné. Et aujourd'hui, les voitures Renault ne sont pas sur ce modèle-là, elles sont rechargeables. Mais Renault a annoncé il y a quelques jours, je crois que c'est la semaine dernière, qu'il retravaillait sur cette idée qui est effectivement... Enfin, quand on y pense, elle est séduisante. Au lieu de... Vous faites, pour les longues distances, en tout cas, pas en ville où on peut effectivement recharger sa batterie le soir quand la voiture dort, ou quand on dort aussi. Mais sur les longues distances, c'est clair que plutôt que d'attendre une charge à mi-chemin, on peut s'arrêter l'équivalent du temps d'un plein d'essence aujourd'hui et remplacer sa batterie et refaire 400, 500 km voilà, donc c'est un énorme enjeu, le choix technologique de la batterie qui a des conséquences à la fois industrielles, mais aussi géopolitiques, parce que là, on revient à la question des minerais, le contrôle des minerais. L'histoire du XXe siècle, elle est basée sur des conflits pour le pétrole, et il ne faudrait pas que celle du XXIe siècle soit marquée par des conflits pour le cobalt, le lithium ou toutes ces substances... Les matériaux nécessaires à produire toutes ces innovations, effectivement. Alors, faisons un peu le tour du sujet de la voiture électrique avec toi. Tu voulais commencer par planter le sujet. C'est un cas d'école dont on parlera, je pense, pendant des décennies, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a le croisement d'une révolution industrielle, l'émergence de la voiture électrique, on l'a dit, qui est en train de s'imposer comme modèle de remplacement de la voiture à essence. Donc on a une révolution technologique qui produit 2 changements majeurs. Un changement d'acteur, puisque on a ça depuis quelques années avec Tesla, qui était le premier pure player, entre guillemets, de l'automobile. Une entreprise qui n'avait pas d'historique dans l'industrie automobile et qui démarre avec cette nouvelle technologie. Il a mis un sacré coup de pied quand même, Elon Musk, dans le sujet, dans l'industrie. Et on s'est beaucoup moqué de lui parce que pendant des années, il ne faisait que quelques milliers de voitures pour des super riches. Voilà. Bon, cette époque-là, je pense que on a fini de rigoler, même s'il continue à être un personnage controversé et qui alimente d'ailleurs ces controverses. CF, le Bitcoin en ce moment, qui lui doit beaucoup. Et donc il y a des nouveaux acteurs qui apparaissent, et on va y revenir en détail, et des nouveaux pays. Et comme je disais tout à l'heure, la Chine, qui n'était pas un pays d'histoire automobile,
cette histoire automobile, elle est arrivée par les constructeurs étrangers. Dans les années 80, c'est passionnant cette histoire. On pourrait raconter l'histoire de la Chine à travers l'industrie automobile. Dans les années 80, la Chine a choisi 2 constructeurs pour implanter une industrie automobile. Parce qu'il faut quand même savoir qu'avant cette époque, il n'y avait pas de voitures privées en Chine. Il y avait des flottes de voitures officielles, l'administration, etc. Il y avait les transports publics. Il n'y avait pas de voitures privées. Moi, je suis arrivé en Chine en 1999. Il y avait très peu de voitures privées. La plupart des gens qu'on voyait en train de conduire, c'était la voiture de fonction de leur entreprise. Aujourd'hui, c'est le premier marché mondial de l'industrie automobile. Donc 2 au départ 2 départs qui étaient Volkswagen et Peugeot. Peugeot s'est planté. Peugeot a jeté l'éponge au bout de quelques années parce qu'ils n'ont pas compris le marché chinois. C'est assez étonnant, c'est que Peugeot a considéré que c'était un marché du tiers-monde et qu'on allait fourguer en Chine les voitures qu'on ne peut plus faire ailleurs. Voilà. Alors que le fait d'acheter une voiture en Chine, c'était un signe de statut social. C'était un sacrifice énorme à l'époque. On parle des années 80, 90, où il n'y avait pas le niveau de vie qu'il y a aujourd'hui. Et donc, quelqu'un qui avait une voiture, il ne voulait pas avoir un tas de ferraille sans style. Il voulait une voiture d'un certain niveau. Et Volkswagen a compris ça, et Volkswagen a réussi à dominer le marché chinois. Première étape. Deuxième étape, tout le monde arrive. Et à partir de la fin des années 90, la deuxième partie des années 90, la Chine commence à signer des accords de joint venture avec tout le monde. Les Toyota, Nissan, General Motors, etc. Il y avait des Cadillacs sur les routes chinoises produites en Chine, en joint venture avec un constructeur. Donc chacun avait son grand frère. PSA s'est installé à Wuhan, ville devenue célèbre, malheureusement célèbre, par son virus. Mais c'est la ville où il y a plusieurs usines de PSA, Peugeot et Citroën, en joint venture avec un constructeur chinois. Et 2-3 constructeurs chinois qui tentent de lancer leur marque sans grand succès. Mais ils se sont fait la main. Ils se sont créés une culture de l'industrie automobile. Ils ont créé un savoir-faire et une élite d'ingénieurs capables de prendre le relais. Moi, j'ai assisté une fois, je vais être un peu long, mais je trouve que c'est ce genre d'anecdote qui raconte tout. En 2003-2004, conférence de presse entre le PDG du groupe PSA, monsieur puissant et important, qui fait une conférence de presse avec le PDG de son partenaire chinois, donc celui qui construit ses voitures à Wuhan, qui n'a pas de voiture à lui, qui ne fait que de la prestation pour le groupe PSA. Et un journaliste chinois, vraisemblablement question sollicitée et suggérée, lui demande Monsieur le Président du groupe chinois, est-ce que vous ne rêvez pas un jour de faire votre propre voiture ? Pourquoi vous faites que les voitures des étrangers ? Et là, il part sur une tirade de 10 minutes en disant, écoutez, moi je suis ingénieur, mon rêve, c'est qu'un jour, de conduire une voiture 100% chinoise sur les routes de Chine. Et là, on voit la tête du patron de PSA, qui se rend compte qu'il est en train de former, en gros, son principal concurrent de demain. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que non seulement ça, mais lorsque le groupe PSA a été en difficulté il y a quelques années, le groupe chinois a pris 14% du capital de PSA. Donc aujourd'hui, PSA est à 14%. Je ne sais pas si c'est toujours 14%, mais en tout cas, c'était à l'origine 14%, appartenant à ce groupe chinois de Wuhan. Et aujourd'hui, tous ces groupes qui étaient les partenaires des marques étrangères volent de leurs propres ailes et ont commencé à produire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc cette rencontre entre une révolution technologique qui disrupte, comme on dit, un secteur qui a un siècle et qui a un siècle bien établi. Pendant longtemps, c'était dominé par les Européens et les Américains. Puis se sont ajoutés les Japonais, puis les Sud-Coréens, etc. Mais
tout ça était sur le même modèle et avec une course dans des conditions assez comparables. Et tout d'un coup, on a une nouvelle technologie qui arrive et la disruption, comme on le voit dans tous les secteurs technologiques, avec des acteurs qui sortent de nulle part. De nulle part, on va le voir après. Qui sont soit des acteurs ex nihilo comme Tesla et un équivalent chinois qui est le Tesla. Les Chinois pensent que c'est un Tesla killer qui s'appelle NIO, dont on n'a pas beaucoup entendu parler ici, il faut bien le dire, mais qui aujourd'hui, par sa capitalisation boursière, ce qui ne veut pas dire sa taille réelle, mais en tout cas la capitalisation boursière, est dans le top 5 des constructeurs mondiaux. C'est-à-dire que NIO, que nous ne connaissons pas et dont on ne voit pas une seule voiture sur les routes européennes aujourd'hui, il est devant Renault, il est devant c'est un pure PSA, player, comme on dit. C'est un pure player qui a copié le modèle Tesla de manière industrielle, etc. Et d'ailleurs, son patron aimerait bien être l'Elon Musk chinois. Il en a pas l'audace et la capacité aujourd'hui. Il maîtrise Weibo à la perfection. Et qui maîtrise aussi les rapports avec le pouvoir, qui ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis. Mais voilà ce qui est en train de se passer. Donc il y a des acteurs qui apparaissent ex nihilo. Et puis le deuxième phénomène qui est absolument passionnant et qui est incroyable, c'est que tout d'un coup, des gens qui faisaient des téléphones se mettent à faire des voitures. Et donc, on a... tu as mentionné le nom de Foxconn tout à l'heure. Foxconn a annoncé en mars. Foxconn, il faut savoir ce que c'est. Foxconn, c'est une entreprise taïwanaise qui est énormément implantée en Chine continentale, qui a 1 million de salariés en Chine. C'est énorme. Ils ont des usines, des méga-usines, alors qu'il y a eu des problèmes sociaux terribles, les suicides, il y a eu quelques annonces. Qui sont les fabricants des iPhones. Des iPhones d'Apple. Pas seulement les iPhones, iPad, les ordinateurs, mais pas seulement d'Apple, de toutes les marques mondiales. Jusqu'à récemment, ils faisaient aussi les téléphones Samsung. Samsung a arrêté de produire en Chine et produit maintenant au Vietnam. Mais bref, Foxconn, c'est un fabricant d'électronique, de matériel électronique assez austère. C'est pas une marque grand public, c'est pas glamour. Et tout d'un coup, Foxconn annonce en mars qu'il se lance dans l'automobile. Donc il s'associe, c'est ce qu'on voit là avec Fisker, qui est une marque américaine qui avait tenté, qui a fait faillite, qui renaît de ses cendres et qui tente l'aventure associé à Foxconn. Foxconn qui a l'avantage d'avoir les poches très pleines et d'être un vrai spécialiste de l'électronique. Donc on a ces acteurs comme ça, mais ce n'est pas le seul. Une marque, là on connaît beaucoup mieux, Xiaomi. Oui. Xiaomi et téléphone, avec un PDG qui, lui, n'a pas pris Elon Musk comme modèle, mais Steve Jobs, qui fait des présentations annuelles à la Steve Jobs de ce nouveau modèle et de ça. Xiaomi a eu une croissance extraordinaire dans la téléphonie. Et là, on les trouve aujourd'hui en France. Qui avait recruté Hugo Barra, l'ex-VP Android de Google. Absolument. Mais qui a quitté depuis. Et qui a quitté depuis. Et donc Xiaomi annonce qu'il a investi 1,5 milliard de dollars et qu'il va investir 10 milliards de dollars dans les prochaines années pour lancer sa propre automobile. Et là, on en parlera avec Frédéric qui a travaillé sur le sujet, mais Apple est évidemment le prochain sur la liste. Et il y a cette phrase, le PDG de Volkswagen, il y a quelques mois, a fait cette prophétie sur laquelle il est un peu revenu, parce qu'elle était un peu dangereuse pour lui. Il avait dit, peut-être que dans l'avenir, le premier et le deuxième constructeurs automobiles mondiaux seront Tesla et Apple. C'est-à-dire deux marques qui ne faisaient pas d'automobile il y a seulement 10 ou 15 ans, dont une ne fait toujours pas d'automobile, qui est Apple. Il est revenu dessus parce qu'il a rajouté un troisième, c'est Volkswagen quand même, parce qu'il a dû se faire engueuler par son conseil d'administration de ne pas parier sur la survie de Volkswagen. Mais donc on a cette fusion, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit aujourd'hui, entre
un secteur qui est l'automobile et un autre secteur qui semblait extrêmement éloigné, ou en tout cas qui semblait être une sorte de sous-traitant, qu'est l'industrie électronique. Il y a encore quelque temps, on parlait de tous ces constructeurs électroniques en disant, voilà, ils sont en train de truffer les voitures de leur matériel, Google va mettre sa Google Maps, etc. Mais personne ne raisonnait, il y a encore quelques années, en termes de fusion entre ces deux secteurs et de voir ces géants de l'électronique devenir des géants de l'automobile. Alors ils le font souvent en association. Par exemple, Baidu, le Google chinois, est associé à Geely, qui est une marque automobile chinoise pour produire des voitures électriques. Geely, c'est intéressant. Geely, quand j'habitais en Chine, c'était un petit producteur, un petit fabricant de voitures de province chinoise. Les Volvo que nous voyons ici appartiennent à Geely, et Geely possède également 9,7% du capital de Daimler-Benz en Allemagne. C'est pas rien. Non. Et Geely est aujourd'hui... Donc c'est des gens qu'il faut prendre au sérieux. Et Geely s'associe à Baidu, donc le Google chinois, qui est extrêmement avancé dans le secteur de l'intelligence artificielle, etc., pour produire des voitures électriques. Donc on voit qu'il y a à l'échelle mondiale, il y a à la fois donc cette disruption du secteur, mais aussi évidemment la concurrence internationale que nous connaissons dans tous les domaines aujourd'hui entre la Chine et les Occidentaux. J'ai envie de rajouter, avant que Frédéric nous rejoigne, parce qu'il doit attendre et on sera ravis de l'entendre justement sur l'Apple Car, sur lequel il avait chroniqué dans l'Express récemment. Juste une chose sur l'industrie automobile d'hier. On n'a pas parlé du pétrole, mais évidemment, ce qui va être intéressant, et tu l'as évoqué un petit peu, ça va être de voir quelles vont être les futures alliances et, je dirais, le système, les nouvelles relations qui vont se jouer entre les acteurs producteurs de voitures et ce qui va remplacer peut-être le pétrole, peut-être pas le remplacer complètement, mais ce qui va être justement les prochains enjeux et peut-être des nouveaux indices boursiers demain. Oui, tout à fait. Donc l'électrique. Oui, et parce que ça pose et ça a des conséquences sur le changement climatique, sur toutes les nouvelles politiques énergétiques, etc. Et on voit bien que c'est un secteur qui est au carrefour de tout ça. C'est ça. Et les vieux acteurs sont dans un état de panique avancée parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront pas tous là au rendez-vous dans 10 ans. Ouais. Le regroupement qu'on vient de voir naître, Stellantis, entre PSA, Fiat et Chrysler, c'est typiquement la recherche d'une taille critique pour financer les développements dans l'électrique. Donc, et demain, parce qu'il y a quand même une autre étape par la suite, qui est la voiture autonome, dont on n'a pas parlé, mais qui est, elle encore plus consommatrice d'électronique et d'innovation que la voiture simplement électrique. Donc on voit bien qu'on est parti pour 10, 20, 30, 40 ans de transformation. C'est une nouvelle ère en fait. C'est une nouvelle ère complète et qui sera... qui est infinie, c'est-à-dire qu'on sort d'un siècle de la voiture à combustion, à essence, etc., qui a pas beaucoup changé d'une certaine manière pendant ce siècle. Elle s'est évidemment améliorée et à tout point de vue, mais le principe est resté le même et les acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont grandi mais n'ont pas fondamentalement évolué. Et là, on est dans une ère totalement nouvelle. Exactement. Qui est au carrefour donc de tous les sujets, la géopolitique, la technologie, le changement climatique, etc. Les nouveaux usages aussi, qui imposeront probablement aussi de nouvelles règles en matière d'assurance, de sécurité, on imagine. On va accueillir notre ami Frédéric Filloux. On va demander à la régie avec Théo, qu'on remercie d'être avec nous. Le voilà, Frédéric. Bonjour. Comment vas-tu ? Salut Frédéric. Ça va très bien, merci.
On t'entend bien, ça va. Tu es où là? Tu te situes Alors, je à... suis dans ma campagne, à 250 km de Paris, sur les terres du bon vin de Sancerre. Génial. Et Tu nous invites voilà. pour l'émission la prochaine fois chez toi en Ce direct? serait pas mal. Hein? Je pense qu'on pourrait faire quelque chose de délocalisé qui serait, à mon avis, assez agréable, oui. Ben, ce serait génial, comme ça on pourrait faire Ce participer serait très toute bien. notre communauté à la belle vie à la campagne. Frédéric, je l'évoquais à l'instant, on parlait de ces géants de la tech qui font main basse sur l'industrie de l'automobile. Quid d'Apple? Tu as récemment, en tout cas il y a un petit moment, écrit un article dans l'Express qui a retenu mon attention. C'est qui construira l'Apple Car? Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu cette chronique et surtout les pronostics? Alors, d'abord, il est toujours extrêmement hasardeux de s'aventurer à faire des pronostics sur Apple parce qu'Apple est quand même l'entreprise la plus secrète du monde. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'histoire d'Apple et de l'automobile est une histoire assez ancienne qui remonte à il y a plusieurs années. Elle était apparue avec un projet qui s'appelait le projet Titan, qui était le nom de code interne qui avait été révélé par la Wall Street Journal chez Apple, où il y avait à peu près 2000 personnes qui y travaillaient, parce que les nombres, l'ampleur des effectifs est toujours très très importante chez Apple. Et donc, on savait qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur ce projet. Les questions qui sont aujourd'hui posées, c'est naturellement, est-ce que Apple va y aller? Apple a pour doctrine, premièrement, de prendre son temps, d'imposer son propre tempo, que ce soit pour les toutes petites innovations par rapport à ses concurrents directs qui font du téléphone portable ou des ordinateurs, ou bien pour les grands changements stratégiques. Et effectivement, ce serait un gigantesque changement stratégique pour Apple de passer de téléphones qui pèsent 160 grammes à des voitures qui vont peser 2,5 tonnes. C'est-à-dire que ça va changer absolument tout chez Apple, et ça va induit et ça va nécessiter une espèce de révolution culturelle, pardon pour le jeu de mots à destination de Pierre, sur ce qu'Apple va devoir, sur la façon dont Apple va devoir approcher cette industrie. Apple est une espèce d'enfant gâté de l'industrie aujourd'hui. Il réalise des marges de 25%, là où les marges des industries, des constructeurs automobiles, c'est plutôt 3, 5%. Par exemple, c'est 5% pour Daimler, c'est 5% pour Tesla. Donc Apple va quand même avoir l'œil sur le fait de perpétuer sa stratégie qui consiste à développer un produit de luxe, un produit néanmoins abordable, c'est le concept d'affordable luxury, qui sera donc une voiture à peu près aussi onéreuse proportionnellement qu'est un ordinateur Mac ou un téléphone iPhone par rapport à un Android. C'est-à-dire que ce sera quand même pour des gens qui ont de l'argent, mais qui ont envie d'avoir un objet durable avec des fonctionnalités supérieures aux autres. Et c'est là-dessus qu'Apple va tenter de se positionner. La question suivante, c'est effectivement quelles sont les innovations que va pouvoir apporter Apple. Par rapport à l'évolution dont on parlait sur les voitures électriques, il y a aujourd'hui la révolution logicielle est un changement absolument fondamental. La valeur intrinsèque d'une voiture tient très largement à son logiciel. Et l'innovation est venue de chez Tesla, où Tesla a construit une voiture qui finalement est relativement simple dans sa technologie grâce à l'électricité, puisque les voitures électriques sont beaucoup plus simples, ce qui va changer complètement l'industrie, mais également qui est une voiture qui tire sa valeur et sa valeur future de logiciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Tesla décide de faire des modifications sur ses voitures, c'est essentiellement des modifications logicielles. C'est-à-dire qu'ils vont pousser, comme on dit, over the air, c'est-à-dire par la petite carte téléphonique qui est embarquée sur les voitures, ils vont pousser des nouvelles versions de leur logiciel qui vont considérablement modifier les versions et les performances des voitures. Et ils le font de façon ponctuelle. Alors, je fais une petite incise, mais à un moment, on est quand même un peu obligé de rentrer dans le détail, donc vous m'arrêtez si l'un et l'autre, si je vais trop loin. Pour ça. Mais par exemple, lorsqu'il y a eu un ouragan il y a 2 ans, je crois, en Floride, enfin il y en a sans arrêt en Floride, tous les ans, il y a la saison des ouragans, Apple avait fait une modification gratuite pour tous les possesseurs de Tesla, où ils avaient rallongé l'autonomie considérablement de la voiture, pour que les gens puissent fuir l'ouragan. Ils ont fait la même chose au pire de la pandémie, lorsque les gens commençaient à quitter des villes comme New York, etc. Ils avaient autorisé les gens, pendant quelques semaines, à avoir une autonomie supplémentaire sur leur voiture. Et dans la mesure où les voitures, l'effet différenciant des voitures va très largement se sentir sur le logiciel, une boîte comme Apple, dont c'est le métier, que ce soit sur le hardware avec les puces ou que ce soit sur
le software, le code informatique lui-même, sera sans doute en mesure de faire une grande différenciation. Mais ça suppose quand même pas mal de choses, parce que la concurrence est forte. Et ça suppose des changements culturels assez intéressants chez Apple. Il faut savoir que chez Apple, la voiture préférée des dirigeants d'Apple, c'est Mercedes. Steve Jobs roulait en Mercedes, tous ses directeurs, enfin une grande partie de ses directeurs roulaient en Mercedes. Lorsque quelqu'un prenait un poste de direction, un poste de VP chez Apple, on l'envoyait chez le garage de Mercedes de Mountain View de Cupertino. Et puis, il choisissait son modèle, etc. C'est resté la référence. Le problème, c'est que Mercedes a une façon de faire des voitures qui est quand même diamétralement opposée à celle de Tesla, par exemple. Mercedes impose des normes sur la façon dont le petit morceau de cuir ne doit pas excéder un certain rayon d'angle dans la voiture, sous peine d'être rejeté. Une boîte comme Tesla a choisi une option complètement différente. Il est très intéressant d'observer une chose. Tous les ans, les Américains sont champions de tous les benchmarks, de toutes sortes de benchmarks et d'évaluations qui sont faites par des cabinets spécialisés sur les voitures. Il y a un benchmark qui s'appelle J.D. Power and Associates, qui mesure chaque année la satisfaction générale des clients d'une voiture, d'une marque, et puis le nombre de défauts que cette voiture a au cours d'une année d'utilisation. Et là, on constate un truc qui est très marrant, qui est qu'il y a une asymétrie complète, par exemple, entre Tesla et Mercedes. C'est-à-dire que les Mercedes ont finalement assez peu de défauts au cours d'une année d'utilisation. Elles en ont de plus en plus, parce qu'on ne maîtrise pas toujours bien la complexité des voitures chez Mercedes, la complexité notamment logicielle. Mais bon, en général, vous achetez une Mercedes, vous avez assez peu de défauts. Et en revanche, Tesla est la voiture qui, de toutes les marques américaines, a le plus grand nombre de petits défauts, de petites merdouilles qui n'empêchent pas la voiture de fonctionner, mais qui sont quand même des petits inconvénients, enfin, qu'on note sur une porte qui ne ferme pas bien, un joint entre deux panneaux de carrosserie qui vont être un petit peu plus larges, excessivement larges, etc. Mais en revanche, lorsqu'on interroge les possesseurs de ces voitures sur la satisfaction de conduite, et Tesla explose tout le monde. C'est-à-dire que le plaisir de conduire une voiture électrique et le plaisir de conduire une Tesla surpasse, dans l'esprit des utilisateurs, tous les petits problèmes qu'il peut y avoir. Et lorsqu'on interroge un utilisateur de Tesla par rapport à un utilisateur de Mercedes, achèteriez-vous la même voiture pour votre prochain investissement ? Par une large majorité, les possesseurs de Tesla disent qu'ils en achètent effectivement, qu'ils renouvelleraient leur voiture. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'Apple va devoir s'intercaler dans cette culture. Et on se demande aujourd'hui s'il va prendre la culture de Mercedes, qui est une culture onéreuse, peu rentable, etc., ou s'il va prendre la culture de Tesla, qui est plutôt une culture d'une boîte de tech, très orientée sur la rapidité, sur l'innovation logicielle qui va donner toute sa valeur à une voiture. On ne sait pas trop vers quoi ça va pencher. Alors maintenant, qui va fabriquer la voiture Apple, alors, oui, si elle voit le dites-nous, parce jour? que tout le monde a envie de savoir qui et quand va être lancé cet Apple Alors Car. bon, moi j'ai un pronostic personnel, après avoir parlé à pas mal de gens qui sont des puissances dans l'industrie, je pense que ce sera Foxconn. Pourquoi? Parce que d'abord Foxconn, comme l'a noté Pierre, a commencé à faire une percée dans l'industrie. En quelque sorte, on peut dire qu'avec Fiskars, ils se sont un peu fait les dents sur le manufacturing d'une voiture. Foxconn est une boîte qui est habituée à travailler avec les exigences totalement insensées d'Apple. Apple est le pire client qu'on puisse imaginer quand même. Et il faut savoir que Foxconn est une boîte qui fait des marges minuscules. Il se rattrape sur des volumes, mais la marge que Foxconn fait sur la fabrication d'un iPhone est tout à fait minuscule. Alors, ils sont des gens donc habitués à accommoder les désirs d'un client très très exigeant comme Apple, et puis à faire des petites marges, à gérer des immenses volumes et à faire des marges. Or, c'est un professeur d'économie de New York University Stern, qui s'appelle Scott Galloway, qui a fait une analogie. Il dit Apple, ce sont les marges de Ferrari avec les volumes de Toyota. Et c'est une très bonne façon de résumer quel est le challenge qui attend Apple. C'est-à-dire qu'Apple ne rentrera pas sur ce marché s'il n'est pas capable de sortir la première année 100 000 voitures, et après, si possible, s'il n'est pas capable d'en sortir 1 million. Donc ça, c'est quelque chose de très... Donc c'est une quadrature extrêmement complexe. Alors pourquoi Foxconn? Parce que d'abord, Foxconn
Euh, alors là, je vais m'aventurer sur les terres de Pierre Aski, donc ses commentaires et ses rectificatifs seront naturellement les bienvenus. C'est que Foxconn et Apple commencent à être très inquiets de la dépendance qu'ils ont l'un et l'autre vis-à-vis de la Chine. La plupart des usines de Foxconn sont effectivement en Chine continentale. La tension entre Taïwan et la Chine est quand même assez inquiétante. Et Foxconn est très intéressé par se diversifier et par s'orienter sur ces marchés naturels, qui sont des marchés européens et essentiellement américains. Moralité, quand il était question de construire une usine dans le Wisconsin, dont on ne connaît pas encore bien l'objet, une usine Foxconn, on se dit qu'il n'est totalement pas exclu qu'il s'agit d'une usine automobile destinée à Apple. J'insiste sur le fait qu'il s'agit là d'une spéculation, mais c'est quand même quelque chose d'assez important. Foxconn a tout intérêt à rapprocher ses centres de fabrication, ses centres de manufacturiers, en se mariant avec son client fidèle qui lui a bien pourri la vie pendant 10 ans, qui est Apple, mais qui sait parfaitement gérer, pour fabriquer éventuellement des voitures. Et ça pourrait être la condition pour Apple de sortir, d'être en mesure de commercialiser une voiture qui aura des facteurs différenciants, qui sont grosso modo les facteurs différenciants que vous avez entre un Mac et un PC traditionnel, ou que vous avez entre un iPhone et puis un Android, par exemple. L'idée, c'est qu'ils fassent la même chose sur la voiture. Voilà un petit peu l'équation. Oui, et puis, tout à fait, Frédéric, et je rajouterais, et là aussi, ça n'est que spéculation journalistique, et d'ailleurs, à partager avec vous, chère audience, sur vos pronostics à vous, mais quand on dit Apple, on parle d'écosystème. C'est tout à fait cohérent pour Apple aujourd'hui, et assez vite d'ailleurs, de pouvoir finalement agrandir sa boucle de produits et de services, que tu disais comme une suite logicielle finalement, et que l'Apple Car n'est ni plus ni moins que la suite d'une Apple Watch ou d'un iPhone. C'est exactement ça. Apple, je pense, est assez déçu des intégrations logicielles qu'il a tenté de faire avec des fabricants comme Volvo. J'ai eu l'occasion de conduire, la dernière fois j'étais aux États-Unis, une Volvo qui utilisait le système Apple Car. C'est une horreur absolue. La carte est totalement merdique, l'intégration ne fonctionne pas. Enfin, c'est un cauchemar. On sent très clairement qu'Apple, par exemple avec Volvo, a voulu faire une tentative pour mettre à bord des Volvo, qui est une bonne voiture, bien évidemment, son expérience logicielle, mais ça n'a pas marché. Et Apple doit être, à mon sens, en tout cas ce serait une logique industrielle, totalement convaincu que ce qui a fait le succès du Mac et de l'iPhone, c'est la parfaite intégration qu'il y a entre le hardware et le software. C'est-à-dire que les deux sont conçus l'un pour l'autre et se parlent parfaitement. Ça va tellement loin qu'Apple récemment a fait l'effort, a choisi la stratégie industrielle terriblement coûteuse mais terriblement efficace de fabriquer lui-même ses propres composants. Ce qui a pour effet, petit 1, d'avoir des composants incroyablement performants. C'est-à-dire que quand on regarde les performances du dernier processeur qui s'appelle M1, que ce soit à bord de l'iPad ou que ce soit à bord des Mac, et toute la série des processeurs qui ont été spécialement fabriqués pour l'iPhone, ils laissent les autres dans la poussière. On apprécie ou pas les produits, mais il y a quand même des éléments quantitatifs qui attestent ça. Mais en réalité, Apple part du principe qu'il ne peut faire la différence sur l'automobile qu'avec une parfaite intégration du hardware et du software. Dans le même temps, Apple va chercher à trouver d'autres astuces, d'autres choses pour se différencier. Par exemple, quand on parle de la révolution de l'automobile électrique, il y a une révolution qui va être celle de toute la chaîne commerciale. On parlera peut-être tout à l'heure, si on a le temps, de toute la révolution dans le domaine manufacturier. Mais dans la chaîne commerciale, c'est un truc qui va être extrêmement intéressant. Parce que d'abord, les usines de production de voitures, enfin non, on ne va pas parler du manufacturier, ça nous emmène trop loin. Mais dans la chaîne commerciale, Apple risque de changer le principe de la propriété d'une voiture. C'est-à-dire que, y compris pour des raisons commerciales, Apple devrait nous interdire ou vous interdire, parce que je ne suis pas convaincu que ce soit dans mes prix, dans nos prix, une voiture à 100 000 $. Pour moi, ça a toujours fait partie d'une énigme. Je vais mettre un bouton donate sur la chaîne voilà, Twitch. Donate, voilà, pour hors norme, qu'on puisse acheter 3 voitures simplement pour les essayer. L'Apple Car hors norme. L'Apple Car hors norme, absolument. Et donc, non, mais sérieusement, donc, pour des raisons commerciales, Apple Car ne voudra pas qu'il y ait sur le marché
des Apple Cars qui auront 200 000 km et qui seront dans un état pitoyable. C'est une question d'image de marque. Apple fera toujours en sorte qu'il y ait des voitures récentes, up-to-date et dans un bon état. Moralité, il va mettre au point un système de location. Est-ce que ça s'appellera location, leasing, etc. sur lequel il y aura tout un tas de choses qui seront incluses et qui seront, comme tu le soulignais, une parfaite intégration de son savoir-faire, de l'espèce d'intégration que la marque a réussi à faire avec notre vie quotidienne au travers de l'iPhone, de l'ordinateur et des haut-parleurs intelligents, etc. Ils vont prolonger ça sur la voiture. C'est un peu ça la stratégie qui va se... Alors après, est-ce qu'ils vont ajouter d'autres choses, comme la propriété partagée d'une voiture? On sait qu'une voiture reste 90% de son temps immobile. Donc c'est une déperdition de place, d'énergie, de matériaux, de tout ce qu'on veut. Donc il n'est pas exclu qu'Apple essaye de trouver des solutions par rapport à ça. Mais on peut imaginer un système un petit peu à géométrie variable où Apple aura tout un écosystème. Dernière chose, il est vraisemblable que Apple construira une App Store s'il se lance dans cette voiture, ce qui n'est pas encore acquis. Donc tout ça est quand même de la spéculation. Bon, c'est de la spéculation informée quand même, mais Apple construira vraisemblablement une App Store qui sera destinée à ces voitures. Je prends un exemple. Vous habitez par exemple à Paris, vous emmenez des gens à l'aéroport de temps en temps, vos enfants, etc. Vous téléchargerez une application de l'aéroport de Roissy qui vous permettra de gérer votre arrivée, les places du parking, l'encombrement, etc. Et vous ferez une dépose de vos enfants pour qu'ils aillent prendre leur avion. Vous irez avec eux à l'embarquement, vous activerez un truc sur votre application et la voiture ira toute seule se garer à l'emplacement que l'algorithme lui aura choisi et vous indiquera sur votre téléphone, voilà, pour récupérer votre bagnole, elle est en B47 au deuxième sous-sol. C'est comme ça que ça devrait marcher. Pourquoi? Parce que moi, je suis un grand sceptique sur la voiture autonome dans les environnements classiques, c'est-à-dire sur les routes, dans les villes, etc. Oui. En revanche, sur tout ce qui est environnement normé et délimité et bien circonscrit, comme un aéroport, par exemple. Alors pour l'instant, c'est le bordel dans les aéroports, mais ça devrait quand même changer rapidement. Ces environnements très précis, très normés, très bien balisés sont des terrains de jeu idéaux pour les voitures et pour les voitures autonomes ou pour les voitures semi-autonomes. Donc, de la même façon qu'une Tesla aujourd'hui, une mise à jour de l'application de l'operating system de Tesla fait qu'elle inclut par exemple le module qui permet à la voiture de faire un créneau toute seule, ce qui est quand même assez pratique vu la taille de la voiture. Je l'ai expérimenté, ça marche vachement bien d'ailleurs. C'est pas du bullshit, c'est un truc qui marche très bien. On pourra avoir des voitures qui auront l'option d'aller se garer toutes seules à 300 mètres de là dans un parking. C'est celle-là la logique de modification de l'écosystème. Parce qu'on peut aussi dire que Apple a quand même fait la démonstration d'une capacité à imposer, non pas ces normes, mais à imposer un effet d'entraînement sur les apps, sur le fait qu'ils ont unbundlé la musique de façon absolue, etc., qui est absolument gigantesque. Donc on peut parier sur le fait que s'ils font la même chose sur la bagnole, il y aura un effet d'entraînement absolument gigantesque. Voilà, pardonnez-moi, j'étais un peu long. Non, pas du tout. Pierre veut réagir à ce que tu dis. Oui, ce qui est intéressant dans ton scénario d'une alliance avec Foxconn, c'est qu'il n'y a pas de constructeur automobile dans cette affaire. C'est-à-dire que la rumeur, il y a quelques mois, c'était que Apple pourrait s'associer avec Samsung, ça avait été évoqué, qui a dans son conglomérat une branche automobile. Et il y avait une certaine logique à avoir cette complémentarité avec un groupe sud-coréen qui est certes concurrent d'Apple dans la téléphonie, mais qui a aussi un savoir-faire automobile. Là, Foxconn n'a aucun savoir-faire automobile. Donc on a la rencontre d'un fabricant électronique et d'un concepteur électronique avec aucune culture précédente de l'industrie automobile. Et là, je ne sais pas si c'est un atout ou une part de risque, je ne suis pas capable de juger, mais c'est assez stupéfiant de se dire qu'on va démarrer de zéro, quoi. Oui. Ben, ce qui est intéressant, c'est que Foxconn n'a pas besoin d'avoir de culture automobile. Et c'est là où c'est un des aspects de la révolution de la voiture électrique, c'est que la voiture électrique, elle va être infiniment plus simple. C'est-à-dire que la voiture électrique, c'est une batterie et un moteur qui fait la taille, celui de la Tesla fait la taille d'une pastèque, grosso modo.
Et puis, il y a d'autres voitures, systèmes de voitures électriques, où ce sont des 4 moteurs, un sur chaque roue, qui fait la taille d'une orange à peu près. Et d'ailleurs, c'est super parce que ça donne des trucs complètement indépendants. On appelle ça des pods. Ça donne des roues complètement indépendantes qui permettent de faire tout un tas de trucs. Notamment d'avoir des transmissions sur toutes les roues, de pouvoir se garer, une meilleure adhérence, etc. Mais en gros, c'est presque la culture, l'espèce de culture fusionnelle et fusionnée qu'il y a entre Foxconn et Apple, qui est beaucoup plus importante et qui représente aujourd'hui un avantage compétitif que s'ils s'étaient alliés avec Stellantis, etc. Parce que la façon dont on va fabriquer une voiture électrique va être complètement différente. Et sans vouloir rentrer trop dans le détail manufacturier, mais on est quand même un petit peu obligé d'en parler, les voitures électriques vont être beaucoup plus modulaires. Il y a ce qu'on appelle le skateboard, qui est le châssis avec les 4 roues, la batterie qui est dans le plancher, la propulsion. Et puis, il y a le upper body qui est tout ce qu'on va mettre, qui va en fait définir la nature du modèle d'une voiture. Il y a aujourd'hui des fabricants, notamment des fabricants américains, qui travaillent sur des systèmes standardisés où la voiture, le véhicule pourra très bien être un SUV de luxe, c'est-à-dire un 4x4 de luxe avec un upper body, avec intérieur cuir, machin, tout ça, etc., ou bien un food truck. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, on va vers une modularité gigantesque. Il y a une incidente économique là-dessus qui va être absolument terrible, c'est que le développement de la voiture électrique, qui est complètement certain maintenant, va induire un nombre d'emplois perdus dans l'industrie automobile gigantesque. Parce que les usines seront beaucoup plus robotisées qu'elles le sont aujourd'hui. Elles le sont déjà beaucoup dans l'industrie automobile. Mais là, les voitures seront fabriquées plus rapidement, plus vite et plus automatiquement. Alors, c'est ce que et donc, dire. les compétences devront s'adapter à ça. Donc, on va vers un bouleversement très profond. Mais Foxconn, en fait, est un très, très bon candidat pour fabriquer la voiture d'Apple. Ils savent encore une fois faire des très gros volumes, avec un client très exigeant, et puis travailler sur des matériaux innovants. Je veux dire, quand on regarde l'évolution d'un iPhone, d'un Mac, etc., aujourd'hui, que ce soit les céramiques, les aciers spéciaux, etc., Foxconn est quand même devenu hyper bon là-dedans. Donc, pour Foxconn, passer du manufacturing d'une voiture, d'un téléphone à une voiture, c'est certes un saut en termes de dimension, mais en termes de savoir-faire manufacturier, les gens à qui j'ai parlé dans l'industrie disent que c'est quelque chose de tout à fait à la portée de Foxconn. D'ailleurs, vous parliez d'électronique. Saviez-vous, messieurs, que celui qui a dirigé le programme pendant plus de 7 ans, 6 ou 7 ans, au sein de Tesla, s'appelle Jérôme Guillen, je crois on le prononce comme ça, qui est un Français et qui a rejoint Tesla, Tesla Motors. Il s'occupe des camions maintenant. Et il s'occupe des camions, des trucks aujourd'hui, exactement. Et j'avais regardé son parcours de formation, il vient bien de l'électronique, effectivement. Et le camion de Tesla est assez décoiffant, je dois dire. J'en ai vu des photos, c'est assez étonnant d'un point de vue stylistique. Mais pour compléter ce que disait Frédéric, j'ai vu des images de la chaîne de fabrication des NIO, je ne sais pas si on dit NIO ou NIO, qui est totalement robotisée. Alors ça correspond aussi à une phase de développement de la Chine qui se prépare à une baisse de population et à une baisse de natalité très forte qui fait que la main-d'œuvre devient un problème en Chine alors que c'était son principal atout quand elle était l'usine du monde il y a 10-20 ans. Mais en tout cas, la phase de robotisation, elle est dans les nouvelles usines donc, de ces nouvelles entreprises, elle est absolument colossale. On ne voit pas une personne sur les images de la chaîne de fabrication de ces voitures. Mais chers messieurs, alors parce qu'il y a un point intéressant que tu as mentionné, Frédéric, et on ne vit pas seulement une crise climatique ou sanitaire, mais aussi une crise sociale à terme avec ces innovations. Je reviens sur les pertes d'emplois qui peuvent être gigantesques à terme. Est-ce qu'on doit se préparer à ce que les usines européennes, qui ont quand même des chaînes de production importantes, est-ce que ces chaînes-là vont servir ces grands acteurs producteurs de demain qui sont ceux qu'on a cités, les Tesla, alors on n'oublie pas quand même les Hyundai, etc., qui vont à fond aussi, ces grands producteurs de la voiture électrique. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que demain, on fasse main basse sur ces grandes usines européennes qui fabriquent quand même, qui ont un savoir-faire sur la production massive industrielle? Est-ce qu'elles ne vont pas être à la solde, finalement, demain, de la production des futures voitures par d'autres acteurs demain?
Ça dépend très clairement de leur capacité à se transformer, à notamment se transformer dans la dimension logicielle. Lorsque j'ai fait ma série sur les voitures du futur dans ma newsletter Monday Note, mon interlocuteur m'a raconté qu'en 2011, lui il était chez Tesla, il y avait 700 ingénieurs logiciels chez Tesla à l'époque. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui. À la même époque chez Renault, il n'y avait pas un seul ingénieur logiciel à la, chez Renault lui-même. C'est-à-dire qu'il bossait avec une flopée de sous-traitants, mais il n'y avait personne in-house qui était chargé du software chez Renault. Mais en réalité, si les constructeurs automobiles ne prennent pas un certain nombre de tournants, qui sont effectivement des tournants vers l'électricité, vers le logiciel, vers les batteries, ils risquent d'être laissés dans la poussière. Moi, je crains quand même que l'industrie automobile, française notamment, soit en train de louper le coche d'une certaine effet façon. Kodak, c'est ça que tu veux dire? Ou peut-être pas aussi sévère qu'un effet Kodak, mais quand je vois quand même que d'ici 2028, je crois, il va y avoir 500 modèles de voitures électriques qui vont être disponibles dans le monde. Comment il s'appelle? Volkswagen va en sortir 75 d'ici 2028. Ça fait à peu près un modèle toutes les 6 semaines sorti, mis sur le marché, etc. Pour toutes les marques de Volkswagen, que ce soit Audi, que ce soit Seat, que ce soit Skoda. Ils vont faire ça de façon massivement standardisée. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui est même assez marrant, c'est que Volkswagen possède Bentley, Lamborghini, puis 2 autres marques de luxe. Ils vont faire des plateformes communes de voitures de luxe pour toutes leurs marques de grand luxe. Donc, est-ce que l'Europe est en train de prendre ce tournant? J'en sais rien. Mais, enfin, ce que je veux dire, la France, par exemple, est en train de prendre ce tournant. Je n'ai pas franchement le sentiment que ce soit le cas, quoi. Et ce qu'évoquait Pierre tout à l'heure, qui était un truc qui me fascine totalement, ce qui est en train de se passer en Allemagne avec Tesla et la Gigafactory que Tesla essaie de construire à Berlin, est quand même juste hallucinant. C'est-à-dire que normalement, les mecs, ils devraient... Oui. Comment? Pas tout à fait à Berlin, visiblement. C'est un peu en périphérie. Oui, non, c'est pas grave. Mais ils devraient mettre la gomme pour construire ce genre d'usine, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a, la dernière fois que j'avais vérifié, peut-être que Pierre a des chiffres plus récents, mais il y a 115 à peu près gigafactories qui sont en projet d'ici 2030 aujourd'hui, qu'il y en a 88 qui sont en Chine. Donc, comme l'a noté Pierre quand il évoquait la production de batteries, mais également la production des terres rares et matériaux premiers, et après le recyclage des batteries, qui est un autre sujet quand on voit l'avance de la Chine, l'Europe a quand même intérêt à se bouger énormément là-dessus. Oui, mais sur les batteries, il y a eu un plan européen qui a été lancé par Thierry Breton et qui il y a une dizaine de gigafactories de batteries qui sont en préparation. La plupart sont en Allemagne, il y en a en Suède et il y en a 1 ou 2 en France. Et là, il y a effectivement de l'argent européen qui a été mis, des alliances qui ont été créées pour essayer de ne pas être à 100% dépendant de la Chine. C'est un effort louable, mais qui est malgré tout assez modeste, hein, et qui fera qu'au niveau des constructeurs, en tout cas, il y aura un électrochoc qui va se produire, un électrochoc sans jeu de mots, qui va se produire au cours des prochaines années, et il y aura des morts sur la route, c'est évident. Tout le monde ne survivra pas à cette transformation, notamment pour les raisons qu'expliquait Frédéric. Je pense qu'on est face à une situation qui est assez redoutable. Et ça, c'est à l'échelle mondiale. Il ne peut pas y avoir autant de nouveaux entrants dans un secteur en transformation sans que parmi les anciens, il y ait une sélection naturelle qui se produise sur la décennie à venir.
Frédéric, tu veux Oui, compléter là-dessus? oui, juste par rapport aux bouleversements et aux coûts sociaux qu'on évoquait tout à l'heure. Le problème, c'est que les coûts sociaux ne vont pas uniquement se focaliser sur la partie manufacturière avec des usines qui vont changer de nature, etc. Toute la chaîne va être modifiée. Par exemple, si on entre dans une logique d'abandon, de disparition progressive de la propriété, c'est-à-dire des voitures à temps partagé, des voitures en location, etc. On va avoir un système à la Tesla où vous n'avez pas de concessionnaire, mais il y a des showrooms petits Mm. dans les centres-villes où les gens viennent regarder la bagnole et ils la commandent en ligne après. C'est comme ça que ça va se passer. Moralité, vous avez tout l'écosystème des concessionnaires qui est aux portes des grandes villes, qui aux États-Unis est un truc absolument hallucinant, où il y a des kilomètres et des kilomètres dans les banlieues des grandes villes où vous n'avez que des concessionnaires automobiles. Tout ça est appelé à disparaître. Même topo pour les garages. Les garages, les 9 dixièmes des garages vont disparaître parce qu'aujourd'hui, l'entretien d'une voiture électrique, c'est une fraction de ce que nécessite l'entretien d'une voiture thermique. Donc, vous avez également toute la partie garagiste, entretien, pièces de rechange, fournisseurs qui va être affectée par ça. Donc, effectivement, ça va être une révolution qui va être au bénéfice de la planète, on ne va pas trop s'en plaindre, on va évidemment pas s'en plaindre, au bénéfice du client aussi, de l'usager, parce qu'on va avoir des voitures qui vont être plus safe, plus agréables à conduire et également plus durables. Il y a quelqu'un qui a récemment fait la publicité sur le fait qu'il avait fait 1 million de kilomètres avec sa Tesla en changeant simplement le moteur et les freins une seule fois. Mais ça va avoir un impact macroéconomique qu'on ne mesure pas pour l'instant. Et ça, je suis un peu curieux de voir comment ça va se passer. Après, comme pour tout, il va y avoir, et on l'a pas mal évoqué, une révolution des usages. Et donc, ce que tu décrivais tout à l'heure, Frédéric, sur l'idée autour de l'aéroport, etc., ça fait un peu rêver. Mais il va y avoir des tas d'usages nouveaux qui vont être induits par cette transformation. Et donc des nouveaux emplois dont on n'a pas encore idée aujourd'hui. Je veux dire, c'est un peu ce qui se passe à chaque fois. Et toute la question, c'est est-ce qu'il y aura des gens qui seront formés alors nous sommes ici au CFJ qui a créé cette école W dont le principe est de former à des métiers qui n'existent pas encore. Et je pense que c'est tout le défi conceptuel de la formation et de l'éducation dans les années et les décennies à venir, c'est l'idée de se préparer à des choses qu'on n'est pas capable aujourd'hui de nommer et de définir. Et ça, voilà, ça dépasse l'entendement. Je veux dire, quand on est un parent aujourd'hui qui doit aider ses enfants à choisir une voie, etc., de se dire, mais c'est quoi le métier dans 20 ans? Je veux dire, on choisit une voie, mais dans 20 ans, peut-être que ce métier n'existera plus. Même avant, Pierre, je pense que... Ou avant, oui, bien sûr, oui. Ouais. Et c'était Cédric Villani qui disait ça sur les comptables. Alors, c'est un autre secteur complètement, mais il dit on est en train de former des gens pour un métier dont 80% des besoins vont disparaître avec le développement de l'intelligence artificielle. Le fameux code blanc, oui. Voilà. Et or, on forme des gens qui sont appelés à travailler pendant 40 ans, voire plus, pour payer leur retraite. Mais dans 20 ans, on va leur dire désolé, mais c'est fini. Et voilà, c'est pareil pour c'était aux États-Unis, le débat sur les conducteurs, les camionneurs. Puisque j'ai découvert, je ne savais pas que les camionneurs étaient le premier secteur d'emploi aux États-Unis. Alors ça s'explique par la taille du pays, mais c'est assez étonnant. Et si, comme on l'imagine, il ne restera plus que le dernier kilomètre, donc que les autoroutes seront câblées, seront automatisées, etc., donc avec des camions Tesla autonomes. Et à un moment, il y aura le dernier kilomètre qui sera fait par des camionneurs, etc. Ouais. Mais ça veut dire des millions, et là on parle de millions de personnes qui aujourd'hui font des milliers de kilomètres dans tous les sens aux États-Unis et qui seront remplacés par des camions autonomes. Donc voilà, tout ça est à la fois vertigineux, oui. Donne vraiment le tournis, et en même temps, c'est des évolutions qui sont dans une certaine mesure écrites, parce que
On ne pourra pas arrêter parce que ça, quand la bien technologie est là, elle sera mise en œuvre. Peut-être pas exactement comme l'imaginent les utopistes qui les ont inventés initialement, et on le voit bien avec puisqu'on parle d'Apple, on le voit bien avec le smartphone, que les usages du smartphone dépassent 100 milliards de fois ce que les concepteurs de l'iPhone pouvaient imaginer en 2007. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, les éditeurs, tu parlais de logiciels, Frédéric, mais on va imaginer demain aussi soit l'arrivée de ces éditeurs de contenu, soit la naissance de nouveaux éditeurs de contenu, les Netflix pour la voiture, oui, bien sûr. Les Spotify de cet environnement particulier avec cet habitacle. Ouais. On va voir arriver une petite parenthèse assez drôle, je dois dire, par rapport à ça. Le magazine Challenge, qui est un magazine économique français, qui appartient à Claude Perdriel, le fondateur du Nouvel Obs, donc je connais un petit peu, puisqu'il a racheté Rue 89. Il a racheté Rue 89. Je connais un peu toute cette histoire. Avait signé un accord avec Renault, avec Carlos Ghosn, en fait, personnellement, pour... Et l'idée, c'était que la prise de participation de Renault dans Challenge était destinée à préparer justement ce dont tu parlais, c'est-à-dire des programmes pour les voitures autonomes. C'est-à-dire qu'on aura effectivement besoin de contenu pour ces longs trajets que nous ferons sans avoir besoin de regarder la route. Et donc, il y avait tout un programme qui était lancé, de grands entretiens, de documentaires, etc., destinés à des écrans dans les automobiles. Et Renault s'était mis dans cette disposition d'esprit. Carlos Ghosn, exit Carlos Ghosn de Renault-Nissan. L'accord s'est cassé la figure parce que les successeurs ont estimé que c'était un peu superflu. Et on a annoncé il y a quelques jours que c'était le groupe LVMH qui prenait la place de Renault dans le capital de Challenge. Et je trouve ça assez drôle et très français d'une certaine manière que le groupe de technologie, d'industrie lourde qu'est Renault soit remplacé par le luxe dans ce magazine. Alors, le groupe LVMH a aussi une branche presse qui est très importante, mais il y a une part assez symbolique dans tout ça. Effectivement. Qui est une sorte de zigzag dans cet univers en pleine transformation. En pleine transformation, et on n'a pas aussi manqué, j'avais suivi la naissance de chauffeurs privés qui s'est appelé Captain, et qui aujourd'hui a encore été, c'est une application évidemment VTC, et qui s'était fait racheter d'ailleurs par Daimler. Par Daimler, absolument, oui. Avec peut-être cette petite idée derrière la tête justement de créer aussi cette dynamique, cette nouvelle dynamique autour du transport et de la mobilité. On va devoir se quitter, chers amis, mais on va recommencer très vite cette discussion. Nos amis, à tous ceux qui nous suivent, merci beaucoup. Vous êtes en grande partie en terrasse et vous avez bien raison. À quand la voiture à hydrogène, nous dit un suiveur, un follower sur Twitch. Alors ça, avant qu'on se quitte, la voiture à hydrogène, c'est un autre chapitre. Mais vous voulez répondre rapidement à notre ami la voiture à hydrogène, l'hydrogène a l'air aujourd'hui réservé aux flottes de voitures de service, les voitures de la Poste, les voitures de flottes comme ça qui peuvent être rechargées, etc. C'est l'usage qui est en train visiblement d'être, ou les flottes de taxi par exemple, puisque Air Liquide, je crois, est associé à un projet qui existe déjà. Je crois qu'il y a 600 taxis à hydrogène à Paris. C'est peu, mais voilà. Donc cet usage-là a l'air aujourd'hui ancré et écrit, beaucoup moins pour la voiture individuelle, d'après ce que je comprends. D'autant plus que derrière l'hydrogène, n'étant absolument pas une spécialiste, ça je le redis complètement, l'hydrogène c'est quand même pas facile à produire finalement. Derrière il faut creuser la fameuse équation H2O, parce que pour produire H2O, en fait on s'aperçoit que ça nécessite beaucoup de ressources finalement. Oui, et l'hydrogène propre, comme on dit, est pour l'instant très minoritaire dans la production d'hydrogène. Un peu partout, même s'il y a plein de projets qui sont... c'est un secteur qui bouillonne de manière assez forte.
On va se retrouver pour un prochain hors norme, tous les trois. J'espère que tu seras des nôtres, Frédéric, parce que tu es vraiment le bienvenu autour de cette table. Et en plateau aussi, ou chez toi, à la campagne. On sera ravis de te retrouver là-bas. Le Sancerre. Voilà, vive le Sancerre. 2 dernières questions avant qu'on se quitte, parce que je veux rappeler que vous éditez, vous publiez, et j'aime bien faire votre promotion aussi. Ta chronique de demain matin, on peut imaginer, mais sur France Inter, demain, c'est... Alors, ça sera très vraisemblablement le cessez-le-feu qui a l'air imminent entre les Israéliens et le Hamas à Gaza. On l'attend d'une minute à l'autre. Apparemment, les indications sont celles-là. Et donc, je poserai la question, non pas de celle du cessez-le-feu, mais qu'est-ce qui vient après. Et en particulier, j'essaye de réfléchir à ce tabou absolu qui est: est-ce qu'on peut parler au Hamas ? Est-ce qu'il y a un moment où, comme on l'a fait il y a 30 ans avec l'OLP de Yasser Arafat, il faudra bien négocier quelque chose, ou alors on se condamne à ce que tous les 3 ans, 5 ans... Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une voie vers la diplomatie à nouveau. Voilà. Ouais. Ta prochaine chronique, ou celle sur laquelle tu planches, cher Frédéric, pour l'Express notamment. J'ai plusieurs fourneaux, j'ai plusieurs casseroles sur les fourneaux pour Épisodique, qui est ma newsletter en français. Je pense que je vais revenir sur le deal TF1 M6, qui est quand même assez intéressant, en le replaçant dans ce qui se passe aux États-Unis, où en gros on a des acteurs de la télévision qui ne chassent pas les mêmes choses, qui ne regardent pas les mêmes choses par rapport à l'avenir de leurs médias. Et puis je travaille sur une chronique également sur le fait que l'industrie du capital risque commence à regarder du côté des analyses quantitatives, c'est-à-dire de la mise en équation des caractéristiques qui font une unicorn. Il y a un livre qui est paru mardi dernier là-dessus, qui est extrêmement intéressant. Je m'intéresse enfin au processus de décision chez Amazon, avec un autre livre qui a été publié il y a juste quelques jours. Voilà. Génial, tu nous en reparleras avec grand plaisir, et on fera un coup de projecteur. Donc, Épisodique et Monde des Notes, on peut te suivre sur ces newsletters. Frédéric Filloux, également chroniqueur à l'Express. Et puis, évidemment, Pierre Aski, 8h17 sur France Inter dans la matinale, et à l'Obs aussi. Un grand merci à tous les deux et à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, date à fixer ensemble, parce qu'il y a plein d'actualités autour de là. Mais on se retrouvera très très vite. À très bientôt. Merci. Ciao. Merci, au revoir.